Avec d'abord Emmanuel Todd. Emmanuel est démographe, historien, essayiste et plein d'autres choses encore. Il s'est fait remarquer comme tout jeune chercheur en prévoyant l'effondrement de l'URSS. Excusez-moi Emmanuel de rappeler ça pour la 392e fois. Non, c'est toujours bien quand on va raconter des bêtises, présenter comme un mec sérieux. Vous avez écrit aussi un livre que j'avais trouvé extraordinaire pour des raisons personnelles en 1980 qui s'appelait L'invention de la France avec le démographe Hervé Lebras, et il m'avait beaucoup marqué parce que j'avais choisi de le présenter à mon examen de sortie d'école, qui montre comment les formes de la famille façonnent les formes politiques. Et c'est tout à fait passionnant et c'est l'un des fils rouges de votre travail. Mais vous avez travaillé sur beaucoup d'autres choses aussi. Vous avez écrit une vingtaine de livres, vous avez étudié le déclin américain dans l'un d'entre eux. Vous êtes par ailleurs partisan d'une forme de protectionnisme, et vous le dites depuis longtemps. Et vous allez parler à l'intersection de ces deux derniers thèmes. On a vu des choses assez nouvelles ces dernières années, avec d'abord le Brexit, avec ensuite l'élection de Donald Trump. On a vu des tentations de fermeture, y compris dans des pays anglo-saxons qui sont de tradition très ouverte. S'agit-il d'un accident de l'histoire? S'agit-il d'une mutation profonde? Vous allez nous parler de ça et évidemment de bien d'autres choses. À vous la parole. Oui, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors évidemment, sur l'aluminium, mes compétences remontent au bac 1968, donc mes connaissances ont été multipliées par un coefficient 100 ce matin, et je vous en remercie. Donc je pense que je suis ici pour élargir la perspective et essayer de dire ce que pourrait être ou la façon dont s'annoncent les grands équilibres mondiaux dans les années qui viennent. Et ce que je vais dire, vous en ferez ce que vous voulez en fonction de vos préoccupations. Mais j'ai lu les rapports préparatoires et je sais qu'il y a eu de gros problèmes avec les États-Unis, la Russie, pour des questions d'approvisionnement en matières premières. J'ai vu la montée en puissance de la Chine, j'ai vu toutes ces choses et je ne peux pas imaginer que ce que je vais dire n'a aucun rapport avec vos préoccupations à long terme. Alors, je vais surtout parler finalement de la dynamique du monde anglo-américain. Parler de l'Europe, c'est parler de conflits intra-européens, d'une concurrence interne acharnée qui ne se dit pas. Parler de la France, c'est parler du retour de la lutte des classes dans un petit pays qui ne fait pas l'histoire mondiale. Ça ne va pas être mon sujet. Alors, si on regarde l'histoire mondiale depuis la fin du XVIIe siècle, on peut accepter l'idée que sa dynamique socio-économique est fixée par le monde anglo-américain. Il y a eu la Révolution anglaise de 1688, qui a établi les bases non simplement de la démocratie libérale, mais d'un capitalisme dynamique. Il y a eu ensuite l'établissement d'une première globalisation après la Révolution industrielle par l'Angleterre, qui a une première fois organisé le monde jusqu'à la guerre de 14. Ensuite, il y a eu un petit moment de flottement quand l'Angleterre a perdu sa suprématie. Et puis, il y a eu une deuxième phase de la globalisation après un repli, on pourrait dire sous direction américaine, après la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense que la première chose à accepter, pour nous qui doivent être en majorité français dans cette salle, c'est l'idée que nous ne faisons pas l'histoire et que le rythme de développement et de définition des grands concepts économiques sont anglo-américains. Et à l'heure actuelle, je dirais plutôt américains. Et on constate quand même que les Anglais et les Américains semblent un peu naviguer de conserve tout en ayant des désaccords. Alors, ce qui est frappant quand on étudie les Anglais et les Américains, c'est finalement, on dit ils sont libéraux, ils sont individualistes. Ça, c'est vrai, ils le sont toujours. Mais ils le sont sur des modes différents qui peuvent être des modes d'ouverture absolue au libre-échange ou des modes de fermeture nationale et protectionniste. L'Angleterre du XVIIe, XVIIIe siècle était protectionniste. Elle s'est ouverte au libre-échange, après avoir atteint une situation de suprématie, au libre-échange. Si on vient plus récemment, les changements d'humeur du monde anglo-américain sont frappants. Vous prenez l'Amérique d'après-guerre, post-rooseveltienne, elle est très sociale. Et puis il y a Reagan qui balance
dans l'ultralibéralisme et qui part dans une direction opposée. Et puis il y a Trump qui repart dans une direction protectionniste, en fait, qui est l'inversion de la tendance précédente. Vous prenez l'Angleterre en parallèle, c'est la même chose. Après la guerre, on a une Angleterre que certains décrivent sous la direction du Parti travailliste comme quasiment socialiste. Il est arrivé à Raymond Aron de s'inquiéter de la naissance d'un totalitarisme socialiste britannique, ce qui est évidemment, quand on connaît les Anglais, totalement absurde. Et puis 1979, Thatcher, avant même Reagan, virage ultralibéral, et hop, on se débarrasse de la classe ouvrière, comme au XVIIIe siècle, on avait commencé à se débarrasser de la paysannerie. C'est-à-dire qu'il y a une flexibilité de concept du monde anglo-américain dont on n'a pas idée sur le continent. En fait, que ce soit en France, en Allemagne, je dirais en Italie. Et le Brexit, là, c'est aussi, en fait, ça n'est pas la même chose que Trump, parce que pour les Anglais, le libre-échange est beaucoup plus identitaire et qu'ils ne sont pas à l'échelle, en fait, pour passer facilement au protectionnisme. Mais, de nouveau, on constate que les Anglais et les Américains, quoique très distincts, et ayant ce différent entre eux, cette chose qui les oppose par-dessus tout, la possession d'une même langue, sur une blague traditionnelle, sont en phase. Alors, pourquoi Trump ? Alors, je sais qu'en Europe, il est de bon ton de considérer Trump comme un personnage fantaisiste. Moi, c'est sa coupe de cheveux qui me frappe et qui, personnellement, m'insupporte. Je dois avouer que j'ai beaucoup de mal avec sa coupe de cheveux. Mais il faut bien voir que mon sentiment, c'est que les Européens, Macron le premier d'ailleurs, traite le phénomène Trump avec une beaucoup trop grande légèreté. Il ne voit pas à quel point son élection correspond à des choses très profondes qui se sont passées aux États-Unis. La chose très profonde qui s'est passée aux États-Unis, c'est que le libre-échange a été trop loin pour la société américaine elle-même. Ça a permis effectivement l'émergence d'une super élite, super payée qui ne sait plus quoi faire de son pognon. Mais ça a amené, en fait, dans les années 2000-2014, à une hausse de la mortalité aux États-Unis. Une hausse de la mortalité, et pas simplement des Noirs, qui vont plutôt mieux, en fait, en termes de perspectives démographiques, mais des populations blanches standards, entre 40 et 55 ans. Une mortalité de type social, liée au suicide, à la consommation d'opioïdes, d'empoisonnement, de désespoir, quelque chose qui avait un rapport avec la désintégration industrielle des États-Unis. Il y a eu un très bel article aussi qui montrait simplement, par une analyse de corrélation très solide au niveau des comtés américains, que cette mortalité était spécifiquement liée à l'entrée de la Chine à l'OMC, qui a permis à la Chine, alors là, de détruire massivement des pans entiers de l'industrie américaine. Donc on a quelque chose de très profond. Alors, il est vrai que l'élection de Trump, alors Sanders était, sur ses concepts économiques, sur la même ligne que Trump, quand même. Donc le protectionnisme était quelque chose qui montait. Obama avait pris des premières mesures protectionnistes. Donc le virage des États-Unis vers le protectionnisme doit être pris comme quelque chose de très sérieux et dont je vais essayer de suggérer que c'est du définitif, en fait. Alors, il est vrai que la société politique américaine reste profondément divisée. Les Clintoniens n'ont pas désarmé. Ça se combine aux États-Unis avec des différences, je dirais, pas tellement de classe, mais de niveau éducatif extraordinaire. C'est les gens bien élevés, les gens suréduqués sont anti-Trump. Les gens moins bien élevés sont pro-Trump. Même si une majorité des Américains blancs qui ont eu une éducation supérieure complète, pas dans les meilleurs colleges, pas dans les meilleures universités, ont voté pour Trump quand même. Mais il y a cette histoire il y a une histoire de clivage qui, pendant un moment, a pu me faire me demander si le virage
protectionniste de Trump était quelque chose de définitif. Mais il s'est passé quelque chose de nouveau. La politique de Trump était dirigée au premier chef contre la Chine et sur des bases économiques, puisque la Chine est devenue l'atelier du monde. Et comme l'avait très bien montré Patrick Artus dans un papier déjà fort ancien, le problème de la Chine pour la théorie du commerce international, c'est qu'elle est tellement grosse qu'elle n'a pas à se spécialiser et qu'elle peut concurrencer tout le monde dans toutes les branches parce qu'elle est le quart de la population de l'humanité. Et qu'en un certain moment, cette taille, pose un problème à la théorie la plus conventionnelle du commerce international. Mais dans les dernières années, ce qui est apparu, c'est qu'à la question du mal socio-économique que la Chine faisait aux États-Unis, s'est doublé d'une sorte de montée en puissance géopolitique de la Chine, qui a fait apparaître la Chine aux États-Unis, première puissance mondiale, non pas simplement comme un problème social interne pour leur classe ouvrière, pour leur classe moyenne, mais comme un rival stratégique. Et en fait, cette nouvelle situation a rallié l'establishment géopolitique américain autour de Trump. C'est-à-dire que maintenant, Trump a acquis, de par la concurrence chinoise sur le plan stratégique, à cause des tentatives de pénétration en mer de la Chine du Sud, à cause d'une stratégie chinoise qui est devenue ambitieuse et agressive, l'Amérique a été alertée. Les Américains sont des gens charmants. Je l'avoue moi-même, je suis d'un naturel fortement pro-américain. Ce que je dis doit être évalué comme tel. Mais la Chine étant devenue, ou se présentant, comme un concurrent à l'hégémonie pour les États-Unis, dans ce cas-là, il n'y a plus de différence entre clintoniens et trumpistes. Là, c'est l'Amérique, il s'agit de faire face. Et de ce point de vue-là, Trump a trouvé une légitimité, où il est en train d'acquérir une véritable légitimité. Et peut-être est-il, grâce à l'aide de la Chine, ou des ambitions de la Chine, en train de gagner son pari. Alors, le conflit avec la Chine devient un conflit aussi qui nous intéresse tous. Parce que, bien entendu, l'industrie chinoise ne menace pas que les États-Unis. J'ai cru comprendre, j'ai découvert la percée chinoise dans l'aluminium. Comme je disais, mes notions sur l'aluminium remontaient au bac 68, passées dans des conditions honteuses à l'oral, dans une atmosphère de fête. Je suis confus de dire, je ne me souviens que des productions d'acier russes et américaines à l'époque. 119 millions de tonnes d'acier en Russie, 91 millions de tonnes d'acier aux États-Unis, et je m'excuse de ne pas avoir mémorisé l'aluminium. Je me sens coupable aujourd'hui. Mais, la Chine, de par sa taille, et c'est à tout à l'honneur de la Russie, de la civilisation chinoise, devient un problème pour tout le monde, qui est un problème économique, bien sûr, qui, du point de vue des Américains, sera vu aussi comme militaire, de par leur investissement en Asie, de par leur lien privilégié avec le Japon, qui est quand même le grand allié stratégique des États-Unis, mais ça devient aussi, une question de valeur. Parce que ce qu'on découvre jour après jour, c'est que la technologie est neutre et que les technologies les plus modernes, qui pour nous, quoi qu'on dise, sont plutôt émancipatrices, c'est Internet, les vidéos, etc. Bon, ça produit des complotistes sur les franges, ça produit un peu de délire, mais dans l'ensemble, ça a plutôt démultiplié nos moyens d'expression et nos capacités de liberté. La Chine est en train d'inventer juste l'inverse. Le fil de fer barbelé avait été inventé par les Anglais, mais les grandes applications concentrationnaires ont été faites par d'autres pays. La technologie est assez neutre de ce point de vue-là. Et donc la Chine, qui
qui reste dirigée par un parti communiste chinois, qui reste une société policière, qui invente des nouvelles techniques de reconnaissance faciale, est en vérité un problème moral pour les valeurs de liberté occidentale. Donc en fait, là, on est confronté vraiment à quelque chose de très important, de choix économique, choix militaire pour les Européens qui n'ont pas d'armée, c'est quand même assez secondaire. Puis on est à la bonne distance de la Chine pour ne pas être trop embêté. Mais il y a aussi le plan des valeurs. Et je pense qu'on va être, d'une certaine façon, obligé de choisir notre camp. Alors, je le dis tout de suite, il ne faut pas du tout s'affoler. Les démographes ne prennent jamais la Chine complètement au sérieux. Son équilibre démographique est déplorable, c'est-à-dire qu'elle a vieilli trop vite. Ce qu'on dit toujours, c'est que la Chine sera vieille avant d'être riche. Ils n'ont pas de système de sécu. Ils ont un sexe ratio à la naissance, c'est-à-dire des proportions de garçons par rapport aux filles, totalement anormaux, parce que la vieille culture patrilinéaire chinoise revient en pleine force après l'effondrement du communisme idéologique. Et moi, je ne parierais pas, je suis un peu pro-russe aussi, donc je ne parierais pas un kopek sur les chances de la Chine dans un affrontement avec les États-Unis. Donc, je conseillerais vivement à nous, Français, de choisir simultanément le camp de la morale et le camp des futurs vainqueurs. Ce qui me paraît une excellente option, de ce point de vue-là. Donc je ne pense pas... Et puis quand on regarde le taux de diplômés du supérieur en Chine, on se rend compte qu'on a affaire à un pays subdéveloppé. Et moi, mon sentiment, c'est que les Américains sont en train de décider de casser la Chine avant qu'il ne soit trop tard, que c'est le bon moment, et peut-être même essayent-ils de les pousser à la faute, comme ils l'ont fait avec le Japon à une certaine époque. Les Américains sont toujours présentés comme de grands naïfs, et je le répète, la couleur des cheveux de Trump a ajouté ou ravivé cette image. Mais les Américains ont une vision mondiale. Le problème d'un pays comme la France, c'est qu'on n'a plus de vision géopolitique mondiale. L'Amérique a une vision mondiale, la Russie a une vision mondiale, la Chine a une vision mondiale, l'Allemagne a une vision mondiale aussi. Mais la France est un pays qui est devenu narcissique dans son européisme, ses conflits internes, et on aurait besoin beaucoup de réflexion géopolitique. Alors maintenant, je vais parler d'une chose qui a beaucoup d'importance aussi pour les choix. Et Emmanuel, oui, il va falloir que vous concluiez. Oui, je sais. Oui, je sais, c'est dur. Non, oui, bon, bah, très bien, mais ouais, je vais y arriver. Je vais y arriver, d'autant plus qu'on avait un charmant invité allemand au début de cette conférence. I already apologize for what I'm about to say. Ce qui est moins connu, c'est que les États-Unis ne sont pas simplement en colère contre la Chine, ils sont également en colère contre l'Allemagne. Ils sont en colère. Les États-Unis ont contribué à la fondation de l'Europe, et l'Europe les intéressait tant qu'ils pouvaient penser que c'était un relais de puissance pour eux face à la Russie. Mais depuis la crise des subprimes et tout le reste, depuis la réunification allemande, une immense erreur stratégique américaine, depuis que l'Allemagne est devenue le pays leader du continent européen, depuis que l'Europe est en fait un espace de domination politico-économique allemand, les Américains ne sont plus du tout amusés, en fait, par l'Allemagne. Ils lui reprochent de toujours refuser les suggestions de relance économique. Ils leur refusent toutes sortes de choses. Je vous renvoie, pour ne pas avoir l'air, j'ai la réputation en France d'être un paranoïaque germanophobe. Donc, je vous renvoie aux travaux d'un charmant Britannique qui s'appelle Hans Kuhnani et qui il a travaillé à Berlin pour le German Marshall Fund. Il a travaillé à Washington et maintenant il est à Chatham House à Londres. Hans Kuhnani, j'écrirai le nom si ça vous intéresse, qui a travaillé sur les problèmes de rivalité économique avec une économie allemande qui cherche à remonter
des technologies automobiles simples vers les choses plus sophistiquées, électroniques et autres, face à une industrie américaine qui, elle, va s'efforcer de redescendre des hautes sphères électroniques et informatiques de la Silicon Valley vers la production industrielle. Il écrit sur ces sujets. Et donc, la France, peut-être je vais terminer là-dessus, hein, puisqu'on est en France quand même, moi je suis un patriote un peu limité dans mes conceptions, il faut bien qu'on comprenne que notre couplage et l'obsession de couplage avec l'Allemagne des Français fait de nous, en fait, nous associe à la cible allemande. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas bon pour les Français de dire tout le temps on aime l'Allemagne, on veut s'associer à l'Allemagne, etc. C'est comme si on se mettait... Vous voyez, on est à côté, il y a une cible, et on est là pour se mettre au cœur de la cible, de la stratégie américaine. Donc, je recommanderais, de ce point de vue, la plus extrême prudence. Donc, je termine, je conclus. Hein ? Une certitude, la pérennité plusieurs certitudes. La pérennité du virage protectionniste américain. Un conflit primordial avec la Chine. Un conflit secondaire de plus basse intensité avec l'Allemagne. Les incertitudes, parce qu'il y en a, l'attitude des Américains vis-à-vis des Russes va être fluctuante, parce qu'ils sont un rival stratégique. C'est le seul pays qui peut vitrifier les États-Unis sur le plan nucléaire s'ils veulent, mais ça n'est pas une menace économique. Et puis surtout, les Chinois, sans la technologie militaire russe, ne sont rien. Donc la possibilité de revirement d'alliance subtil des Américains vis-à-vis des Russes, c'est tout le débat entre Trump et les Clintoniens, là, ça reste une question d'incertitude. Et puis alors, il y a le truc que je ne comprends pas du tout, il faut le dire, la façon d'être le plus sérieux, c'est de dire qu'il y a des trucs qu'on ne comprend pas, c'est la stratégie américaine vis-à-vis de l'Iran. Mais il m'arrive de me demander si l'hostilité américaine à l'Iran n'est pas dirigée en fait contre les Européens, d'une certaine manière. Si en paralysant les échanges avec l'Europe, ça ne fait pas partie déjà d'une stratégie anti-européenne. Je vous remercie. J'ai accéléré, hein.